Jeudi 15 août 2019, il est 22h à Ngayourkhem et à Niakhar, c'est dans le département de Fatick. Le journal. Vague de réactions après l'interpellation d'un pharmacien qui a refusé de vendre à un commissaire de police un médicament sans ordonnance. L'Union des jeunes pharmaciens indignés va ester en justice. Une plainte est en cours en plus d'une marche de contestation la semaine prochaine. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale en soutien en attendant les pharmaciens privés qui se prononcent demain matin. Le Forum du justiciable déplore l'incident et exhorte les autorités à ouvrir une enquête indépendante. D'après le président de l'ONG, Babacar Ba, toute personne reconnue coupable d'abus de pouvoir encourt une sanction prévue dans l'article 146 et suivant du Code pénal. Confrontation directe à Direct Info. Le directeur général porte plainte contre les travailleurs accusés de tentative de déstabilisation de la société de diffusion de fausses nouvelles. Les agents concernés rejettent ces accusations et annoncent une plainte pour, disent-ils, être restés 8 mois sans salaire. Le Sénégal rejoint le Mozambique en demi-finale de l'Afro-Basket féminin Sénégal 2019. Les Lions ont littéralement mangé les Panthères noires angolaises 88-54 pour Astou Traoré et ses coéquipières, soit 34 points d'écart. La page des sports sur les autres rencontres au Dakar Arena avec Papa Balagueye. Bonne santé, Nafissatou Sila. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, à la technique, Amady Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Affaire du pharmacien de la Patte d'Oie interpellé par les policiers des Parcelles Assainies pour avoir refusé de vendre à un commissaire un médicament sans ordonnance. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal va porter plainte devant les juridictions. L'UJPS veut aller au-delà des sanctions disciplinaires annoncées par la police nationale. Elle annonce une marche de protestation dès la semaine prochaine. Le compte-rendu de sa conférence de presse cet après-midi avec Abdoulaye Diop. Une goutte de trop, c'est le qualificatif que l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a donné à l'affaire du pharmacien de la Patte d'Oie, un acte qu'elle compte amener devant les juridictions. Dr Falla Mané est le président. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal interpelle toutes les autorités compétentes pour que justice soit rendue à notre collègue et que soit lavé l'affront qu'il a subi. Nous nous réservons aujourd'hui le droit de nous constituer partie civile pour porter ces affaires devant les juridictions compétentes afin que ces genres de situations ne se répètent plus. Selon le GPS, les mesures disciplinaires annoncées contre le commissaire ne suffisent pas. On attend au-delà de cette déclaration que des faits palpables, des mesures palpables soient prises. Ce n'est pas seulement le commissaire de police, ils étaient plus de 5 au jour à être entrés dans la pharmacie. Il faudrait que les gens éventuellement nous disent qu'en est-il pour ces policiers-là. Ce n'est pas seulement le commissaire qui a fauté, mais c'est le commissaire avec toute son équipe. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal annonce une marche pour dénoncer les mauvaises conditions de travail. Dès lundi, nous allons introduire la demande de marche auprès du préfet de Dakar et pour éventuellement, d'ici le vendredi qui suivra ou éventuellement le samedi, nous allons éventuellement annoncer le point d'arrêtement pour au moins procéder à cette marche de contestation et de dénonciation des injustices que subissent les jeunes pharmaciens. Les jeunes pharmaciens du Sénégal appellent les autorités à s'intéresser davantage à leur profession pour, disent-ils, combattre l'injustice dont ils sont toujours victimes. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale condamne l'acte commis par le commissaire Sangaré des Parcelles Assainies. C'est inadmissible, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, qui s'est rendu à la pharmacie Serigne Mohamed Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie. Le compte-rendu de Mamadou Oumar Ba. Les éclats de verre par terre renseignent sur ce qui s'est passé ici. Le ministre de la Santé se dit choqué. Inadmissible simplement. Je crois que je ne veux pas commenter outre mesure, mais tous les Sénégalais ont été choqués. Et comme moi, effectivement, j'ai été choqué, je dis inadmissible. Un pharmacien brutalisé dans l'exercice de ses fonctions, ce qu'on peut attendre du ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr, n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Je crois que je suis venu effectivement m'entretenir avec un membre de la famille et cet entretien-là, je l'ai fait effectivement dans le secret d'un bureau, en toute responsabilité, et je veux être responsable jusqu'aux ongles et ne pas aborder des questions qui ne méritent pas d'être abordées là. Selon Mamba Kendiaï Sen, gérant
gérante de la pharmacie, leur collègue a subi un préjudice moral. Ne serait-ce que la dignité de la personne, cette violence, cette brutalité, ne serait-ce que ça. Maintenant, les débris, les cassures, parce que moi je dis que l'être humain est au-dessus de tout. Ne serait-ce que sa dignité, ne serait-ce que ça. C'est plus fort que tout ce que vous voyez. Vous avez vu les étagères qui sont cassées, la porte qui a été défoncée, tout ça. Un vigile à la porte filtre les entrées et sorties. L'affiche à côté indique clairement que la pharmacie est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les pharmaciens privés tiennent un point de presse demain vendredi dans la matinée. Le rendez-vous avec les médias est prévu à 10h au siège de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Le Forum du justiciable demande l'ouverture d'une enquête impartiale sur cette affaire. Selon le président de cette organisation de défense des droits de l'homme, si le délit d'abus de pouvoir est retenu contre le commissaire Bara Sangaré, une sanction est prévue par l'article 146 et suivant du code pénal. Je vous propose de suivre Babacar Ba. C'est des actes qu'il faut vraiment dénoncer, mais également faire de telle sorte que de pareils actes ne puissent plus se reproduire, parce que nous sommes dans un état de droit, et comme vous le savez, dans un état de droit, il y a certaines normes qu'il faut vraiment respecter. Maintenant, aujourd'hui, par le biais du communiqué de la direction de la police, l'on nous apprend qu'effectivement, il y a des mesures disciplinaires qui ont été prises à l'encontre même de ce commissaire qui aurait en tout cas relevé de ses fonctions. Maintenant, je pense qu'au-delà même de la sanction administrative, il faudrait qu'une enquête soit ouverte pour que le cas échéant, qu'on puisse prendre des sanctions pénales. Parce que si aujourd'hui on se limite à des sanctions administratives, le commissaire sera tout simplement suspendu et quelque temps il sera affecté dans un autre commissariat. Donc nous souhaitons, au-delà même de la sanction administrative, qu'il y ait des sanctions pénales le cas échéant. Ça veut dire qu'il faudrait que la police aujourd'hui ouvre une enquête impartiale, je dis bien une enquête impartiale, et que si effectivement l'enquête révèle que le commissaire a fait ce qu'on appelle un abus de pouvoir qui aujourd'hui est poursuivi et sanctionné par les dispositions de l'article 146 et suivant du code pénal, à partir de ce moment, il faudrait qu'il y ait des sanctions pénales soient prises pour que aujourd'hui, des gens qui s'aventuraient à de près actes soient quand même dissuadés. Babacar Ba, le président du Forum du justiciable. Le climat se détériore de plus en plus à Direct Info. Pape Diogoy Faye, le directeur général de l'organe de presse, dit avoir saisi l'inspection du travail pour tentative de déstabilisation de l'entreprise. Les camarades de Massaer Dia annoncent à leur tour une plainte pour refus de paiement de 8 mois de salaire. Les détails avec Famadion. Pape Diogoy Faye a mis sa menace à exécution. Le dossier est actuellement à l'inspection du travail. Un avocat a été commis selon le directeur général de Direct Info. Je les ai demandé d'aller voir le comptable, de faire le point avec lui. Il y en a d'ailleurs parmi eux qui sont allés voir le comptable. Ils ont fait le point et qu'ils ont été payés. Donc c'est Massaer qui n'a pas voulu aller là-bas et Momar. Donc j'ai commis un avocat pour s'en occuper et pour ne pas nous distraire. Réponse du berger à la bergère. Massaer Dia et ses camarades comptent eux aussi saisir l'inspection du travail pour refus de paiement de salaire. Le secrétaire général de la section Saint-Pix de Direct Info annonce par ailleurs qu'il va ester en justice contre le comptable de la boîte, Massaer Dia. Les paroles de Pape Diogoy Faye, ça me laisse ni chaud ni froid. Nous, en tant qu'employés, nous réclamons nos 8 mois d'arriérés de salaire et nous allons saisir l'inspection du travail pour refus de paiement de salaire. Le comptable en personne, qui est allé dans un organe de la place pour dire qu'il ne doit rien, nous allons aussi porter plainte contre lui. Pape Diogoy Faye et une partie de ses employés ne parlent plus le même langage. Le directeur a déclaré que les salaires du mois de juillet ont été payés. Une information démentie par Massaer Dia, selon qui la boîte leur doit 8 mois d'arriérés de salaire. La bataille pour la libération d'Oustaz Taïb Socé se poursuit. Le comité de soutien aux prêcheurs fait face à la presse demain vendredi à la grande mosquée de Dakar. Ce sera à 15h30 à l'Institut islamique. Je rappelle que Taïb Socé est en prison dans le cadre d'une affaire de vente d'or. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Bientôt une baisse des coûts du téléphone et de l'Internet. L'annonce a été faite par le nouveau directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Abdoulaye annonce aussi une meilleure qualité du service des télécommunications à travers de gros investissements des opérateurs. Compte rendu de sa visite à Matam, signé Ali Bandel-Nyang. C'est une annonce du nouveau directeur général de l'ARTP en visite chez lui à Doumgourouro Alpha. Abdoulaye, qui a déjà rencontré les patrons de la Sonatel et de Tigo, dit être sensible au coût très élevé des communications au Sénégal. En ce qui concerne la qualité des services des différents opérateurs, le patron de l'ARTP annonce de gros investissements. 3 axes majeurs pour ce qui concerne l'ARTP. C'est le devoir de nos partenaires de couverture, de leur mettre face à leur responsabilité de couverture l'ensemble du territoire national. C'est vrai, ils font beaucoup d'investissements, mais j'estime que l'ensemble des investissements majeurs sont faits dans les populations, dans les zones habitées. Aujourd'hui, il est essentiel, capital important, que des investissements soient faits également dans les zones reculées. Ça, c'est le premier. On a un devoir d'innovation. Si nous ne suivons pas la technologie, nous ne parviendrons pas à assumer nos responsabilités. Le troisième axe, c'est la réduction des coûts. Le Sénégal fait partie aujourd'hui des pays où le coût des communications est encore élevé. Il y a certainement quelque chose à faire. Les équipes sont en train de travailler sur la qualité de service. Les équipes sont en train de travailler sur la nécessité d'amener les opérateurs à respecter les cahiers des charges. Donc, je ne pourrais pas en parler de façon détaillée. En tout cas, sachez que c'est une préoccupation majeure de l'ARTP. Les technologies au service de tous, jusque dans le monde rural, semblent être le leitmotiv du nouveau directeur général de l'ARTP, venu fêter sa nomination avec ses parents à Doumgourouro Alpha, à l'occasion d'un meeting de remerciement au chef de l'État. Matam, Ali Bandel-Nyang, RFM. 95.0, c'est la fréquence de RFM à Matam. Les tarifs de transport de Sénégal d'Emdik sont chers sur l'axe Dakar-Kolda. 14 000 francs CFA pour joindre les deux régions. Des membres de la société civile coldoise dénoncent et interpellent le président de la République, Abdoulaye Diallo. Les membres de l'association Les Gardiens de la Cité, une structure de la société civile coldoise, décrit les tarifs du transport appliqués par Sénégal d'Emdik sur le trajet Dakar-Kolda. Bakary Maron Seydi porte leur parole. Le réseau interhumain Sénégal d'Emdik. Donc les tarifs, nous les avons jugés exorbitants, injustifiés, inconcevables que Kolda, qu'on puisse quand même fixer les prix de transport à 14 000. Dans les premiers jours où on a quand même interpellé la direction, ils nous ont fait comprendre que les 14 000, c'est parce que c'est compte tenu du contournement en passant par Tamba et ils devaient servir quand même les villes de Vélingara et autres. On a été patient et on a pris notre mal en patience. Mais bien faisant les choses, le pont de Gambie, d'où Kolda-Dakar fait 484 km, on ne peut pas accepter que les bus continuent de passer par Tamba. Dans la mesure qu'aujourd'hui, le pont de Farafenni nous permet quand même d'aller vite. Donc la direction doit pouvoir quand même revoir les prix à la baisse. Ils appellent l'arbitrage du président de la République sur cette question. On ne peut pas comprendre que Ourossogui, Tamba, de Matam, mais c'est des villes qui sont beaucoup plus éloignées que Kolda, qui ont quand même des tarifs moins de 10 000 francs. Pourquoi à Kolda, on reste quand même à 14 000 francs? Donc là, quand même, on interpelle le ministre en charge de la question des transports urbains et on appelle quand même à l'arbitrage de son Excellence Macky Sall. Au cours d'une de leurs réunions tenues à la place de la mairie de Kolda, ils ont déjà planifié des activités prévues pour la suite de ce combat. S'il faut même tenir un sitting ou bien boycotter et autres. Malgré leurs lamentations, ces jeunes saluent les bonnes conditions de voyage réunies dans les bus de Sénégal d'Emdik. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Le directeur général de Dakar d'Emdik précise que c'est juste une question de temps pour construire une agence équipée. Il demande de la patience car la promesse va être tenue très bientôt. Maître Moussa Diop parle d'un tarif qui va passer de 14 à 9 000 francs CFA, soit une réduction de 5 000. Le voici avec Makumba Bey. La société Dakar d'Emdik a lancé, comme vous le savez, les lignes interurbaines qu'on appelle Sénégal d'Emdik. Parmi les villes qui doivent en bénéficier figure naturellement Kolda,
Mais avec le pont de Farafenni qui vient de se terminer, nous avions promis, une fois que le pont serait opérationnel et que les conditions réunies, d'ouvrir une ligne directe sur Kolda via Vélingara. Et à ce moment-là, le tarif passerait de 14 000 à 9 000 francs. Le pont vient d'être ouvert il n'y a même pas un mois. Et deuxième chose, il faut que le parc soit là, c'est-à-dire que les bus viennent d'arriver. Et les bus viennent d'être mis sur le circuit il y a 3 jours, c'est-à-dire lors de la Tarosti. Donc, il n'y a aucun souci. Le tarif va baisser de 14 à 9 000 francs. Une fois que les conditions sont réunies, aussi bien à Kolda qu'à Dakar. À Kolda, parce que nous avons pris une agence là-bas, c'est déjà fait. Il faut l'équiper. C'est ça l'équipement qu'on doit effectivement effectuer dans quelques jours. Et à partir de là, nous allons donner la date d'ouverture de la ligne Kolda via Vélingara avec un tarif à 9 000 francs. Ce ne sera plus de contournement jusqu'à Tambacounda, mais passant par le pont de Farafenni. Il est 22h passées de 15 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Madina Wandifa. RFM 94.0, la radio en puissance. Sit-in ce matin du collectif des jeunes de Palen, un quartier de la ville de Mbacké. À l'origine, un déficit en matière d'infrastructures de base, tels que le poste de santé ou encore l'électricité. Ces jeunes accusent le maire Abdoul Mbacké Ndao d'avoir failli à sa mission. La correspondance de Marema Diop. Les jeunes du quartier Palen sont sortis de leur gang pour réclamer de meilleures conditions de vie. Le manque d'éclairage, l'insalubrité et l'insécurité sont autant de maux dont souffre leur localité. Ibrahim Diagne du collectif des jeunes du quartier de Palen. L'objet de la rencontre n'est rien d'autre que mettre en garde les autorités locales. Parler avec les autorités locales sur la situation de Mbacké en général et sur la situation du quartier de Palen en particulier. Parce qu'on a noté que depuis très longtemps, l'éclairage public fait défaut à Palen. On a noté aussi depuis très longtemps, les passages piétons n'existent pas au niveau de la route Ibegueye. Le mur de l'école Cheikh Ibra Fall, il a commencé, il a terminé toutes les autres écoles, il n'a pas terminé la clôture du mur de l'école Cheikh Ibra Fall. On a aussi noté que nos mamans payent à chaque fois, chaque 3 jours, 1500 francs pour pouvoir exporter les ordures et les ramasser. Donc c'est cela qui nous a motivés à se retrouver aujourd'hui au niveau du quartier de Palen. L'accès aux soins médicaux fait également défaut. Ces jeunes réclament l'érection d'un poste de santé digne de nom. Donc c'est une situation qui montre que le maire se désintéresse totalement du quartier de Palen. Palen, le poste de santé dont on parle de Palen n'est pas équipé. Il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Et aussi, Palen, il faudra savoir que c'est le deuxième quartier le plus populaire de Mbacké. Les jeunes du collectif interpellent directement le maire Abdoul Mbacké Ndao pour des solutions à leurs problèmes. Sinon, ils menacent de passer à la vitesse supérieure. Marema Diop, Mbacké, RFM. Réaction du maire de Mbacké. Des projets sont en cours pour faire face à tous ces problèmes, selon Abdoul Mbacké Ndao. Il dénonce des relents politiques dans cette sortie médiatique du collectif des jeunes de sa commune. Le voici au micro de Marema Diop. dañoo xër rek te it bëgg seen quartier ak seen gox gën a jëm kanam wante ak Ils souhaitent seulement le développement de leur quartier, mais pour l'éclairage public, nous avons trouvé un réseau défectueux et il n'y avait pas beaucoup de connexions électriques dans le quartier. Sur le programme de 50 000 lampadaires de l'État, la mairie de Mbacké va en recevoir 500. Nous allons aussi éclairer l'avenue Imam Cheikh Ibrahim Fall jusqu'à la Corniche. Pour le poste de santé, les travaux sont terminés. Il ne reste que l'installation du matériel. La population doit consulter son maire. Nous discutons avec le concessionnaire et la population paie les taxes sur les ordures ménagères. Mais ici à Mbacké, 99% des habitants ne payent aucun taxe. Avant de demander tes droits, je pense qu'il faut s'acquitter de ses devoirs. Chez gens qui s'agitent, personne ne peut montrer une quittance. L'autre point, c'est qu'ils font de la politique. Ils peuvent le faire, mais qu'ils n'utilisent pas le nom de Serigne Touba ou Mame Cheikh Ibrahim Fall. Les propos d'Abdoul Mbacké Ndao, le maire de Mbacké, ont été traduits par Abdoulaye Diop, le ras-le-bol des habitants de Diamafara. Dans ce village du département de Birkelane, les problèmes sont nombreux. Pas d'accès à l'eau potable, à l'électricité ou aux infrastructures sanitaires. Des doléances formulées lors des 48 heures d'activité de l'ARD, l'association des ressortissants de Diamafara. Omar Ndiaye. L'association des ressortissants de Diamafara est la structure mise sur pied par les jeunes pour développer leur localité. Ils ont profité de leurs 48 heures d'activité pour interpeller l'État sur les difficultés auxquelles ils ont confrontés.
Sanko Meng est leur président. On a un problème d'électricité, on est complètement aussi enclavé. Vous avez vous-même constaté l'état des routes. Kaffrine qui est à 22 km, tu vas peut-être passer 2 heures ou 3 heures de temps sur la route. On ne dispose pas de structures sanitaires aussi. Il n'y a rien dans ce village. Les jeunes ont mis en exergue les difficultés particulières que vivent les femmes de Niamafara. Mariama Diane est la trésorière de l'association. Les femmes aujourd'hui sont confrontées à de terribles problèmes. Par exemple, on peut voir une femme enceinte et qui, une fois au terme de sa grossesse, est obligée de monter dans une charrette pour rallier Mabo, la commune. Elle court énormément de risques. La seconde difficulté, moi je dirais, c'est par rapport à l'eau potable. Des femmes allaient au puits pour pouvoir chercher de l'eau, se lever tôt le matin. Ils lancent un appel aux autorités et se disent déterminés à user de tous les moyens pour obtenir gain de cause. L'État du Sénégal doit vraiment aider les populations de Diamafara à avoir une eau potable, à avoir de l'électricité, mais aussi l'état de cette route, qu'il nous aide vraiment à l'améliorer. Diamafara est un des plus gros villages de la commune de Mabo dans le département de Merkilane où vivent presque 3000 âmes et jusque-là pas d'électricité ni d'eau potable. Diamafara, Omar Ndiaye, RFM. La foudre a fait des dégâts ce jeudi vers 21h à Medina El Hadj, une commune située dans le département de Kolda. Pas de perte en vie humaine, même si la case en question a été complètement calcinée. Information de notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Aucune goutte de pluie à Saint-Louis et dans les autres régions du nord du pays. La situation inquiète sur le retard de l'hivernage. Les imams et oulémas, membres de l'association régionale, appellent à la prière générale pour que le ciel ouvre ses vannes. Ils étaient en assemblée générale ce jeudi au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Inquiets du manque de pluie depuis le début de l'hivernage, les imams et oulémas de Saint-Louis qui étaient en assemblée générale ont invité à la prière pour que le ciel ouvre ses vannes. Dans ces moments où la pluviométrie est rare, sur le plan traditionnel, sur le plan religieux, on a tendance à organiser des cérémonies de prière pour retourner à Dieu, demander pardon à Dieu et demander que la pluviométrie soit abondante. Parce que sans pluie, il n'y a pas de vie. Donc nous devons invoquer Allah, d'exaucer nos prières pour qu'il y ait des pluies abondantes, des pluies non dévastatrices, mais des pluies de bonheur, des pluies de joie et de gaieté. L'imam Cheikh Tidiane Fall, secrétaire général de l'association régionale des imams et oulémas, a également évoqué le rôle important de cette personnalité religieuse dans les quartiers. L'imam, c'est presque un régulateur social. En cas de crise, c'est l'imam qui est là. En cas de bonheur, c'est l'imam qui est là. Et l'imam est au début, au milieu et à la fin de la vie de l'homme. La naissance, les moments de douleur et les moments de décès. C'est l'imam qui est là. Impérativement, il faut que l'imam se présente pour que la cellule puisse se dérouler dans les normes sur le plan religieux. A signalé que l'Assemblée générale régionale des imams et oulémas de Saint-Louis a vu la participation des associations départementales de Podor, Dagana et Saint-Louis. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Risque de perturbation des vacances citoyennes 2019. L'étape de Kébémer est prévue demain vendredi, mais déjà des jeunes de la PR disent n'être pas impliqués. Ils demandent au ministre de la Jeunesse de rectifier le tir. Écoutons à ce propos Ibrahima Diallo, porte-parole des jeunes apéristes de Kébémer, au micro d'Abraham Paul-Pouy. Il n'est pas question que le ministre de la Jeunesse vienne à Kébémer sans pour autant associer les jeunes du parti qui sont les sentinelles du président de la République, qui sont toujours là engagés à défendre les réalisations du chef de l'État. Et eux aussi, en tant que ministre de la Jeunesse, elle va venir, elle va prendre des engagements, elle va faire des visites, mais le suivi, c'est la jeunesse du parti qui doit faire le suivi. Ce sont les jeunes du parti qui vont continuer à défendre les programmes du président de la République. Il n'est pas normal que le ministre vienne à Kébémer sans pour autant qu'il associe les jeunes du parti. Et on a remarqué une frustration notoire dans tout le département. Les jeunes ne sont pas du tout contents. Ils sont en train de m'appeler partout. Ils ne sont pas du tout contents et ils sont frustrés. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment, on est fin prêt à prendre toutes nos responsabilités par rapport à cette activité-là. Mais ce que nous déplorons, le Conseil de la jeunesse, lorsqu'on a eu les financements avec les ANPEJ, c'est le Conseil de la jeunesse elle-même qui a partagé les fonds avec leurs amis. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont sur le terrain, qui sont là, qui n'ont rien du tout, qui ne comptent que sur l'État pour pouvoir bénéficier de ces financements, ils n'ont pas pu accéder à ces financements à cause de ce Conseil de la jeunesse. Si elle ne nous associe pas à cette activité, mieux vaut qu'elle reporte sa venue à Kébémer.
C'était donc les jeunes de Kébémer sur les vacances citoyennes, 22h24. Bonsoir Papa Balagueye. Bonsoir Mamoudou Amar Dione. RFM Sport. L'actualité sportive, c'est bien sûr l'Afro-Basket féminin 2019. Le Sénégal obtient son ticket pour les demi-finales après une large victoire devant l'Angola. Effectivement, 88-54 pour le Sénégal, soit 34 points d'écart. C'est le score final du match Sénégal-Angola en quart de finale. Après une qualification méritée, Mame Jojo Diouf s'est confiée à Soda Thiam. Pour elle, cette belle prestation confirme leur volonté de conquérir le titre à domicile. Et pour ce qui est du Mozambique, leur prochain adversaire pour les demi-finales, tous les atouts seront mis à contribution pour atteindre l'objectif majeur pour l'Afro-Basket. Mame Jojo Diouf que nous écoutons au micro de Soda Thiam. C'est une belle victoire. On sait que l'Angola, c'est une grande équipe. Donc on savait aussi que ce sera difficile. Mais bon, on a fait l'essentiel, c'était de se qualifier pour la demi-finale. En tout cas, le Mozambique, c'est une belle équipe. Donc on les a vus jouer. Donc on sait que ce ne sera pas facile. Ce n'est pas la première fois aussi qu'on joue avec le Mozambique. Donc on va continuer à travailler et savoir que l'objectif, c'est d'aller en finale et de gagner. Aujourd'hui, c'était la défense et on l'a bien fait. Mame Jojo Diouf, c'était au micro de Soda Thiam. Nous restons toujours donc avec l'Afro-Basket. Les Lions ont fait un match parfait en quart de finale devant l'Angola selon le consultant de RFM Nicolas Ndiaye. La défense des Lions et la fraîcheur physique ont été des éléments déterminants pour assurer la victoire. Nous l'écoutons au micro de Malal Junior Diagne. Belle qualification des Lions. On s'attendait à un match difficile parce qu'il s'agissait de l'Angola qui est une grande nation de basketball, une équipe qui a l'habitude de jouer les premiers rôles. On s'est rencontrés très tôt dans cette compétition en quart de finale et on les a bien battus. J'avais un peu de doute par rapport au match qu'on avait joué en préparation. On les avait battus de 19 points, mais je me disais que le score était un peu flatteur. Et peut-être que les Angolaises avaient caché leur jeu. Mais seulement aujourd'hui, on a vu juste une confirmation de la suprématie des Sénégalais sur cette équipe angolaise. On a surtout bien muselé leur joueuse majeure, c'est-à-dire Lucas, qui n'a pas bien brillé et ça nous a facilité la tâche. On a gagné et vu une belle équipe du Sénégal qui a bien défendu, qui a été en bonne condition physique et puis qui a mis aussi ses paniers à 3 points. Le Sénégal va affronter le Mozambique en demi-finale ce vendredi. Là, ça va être aussi une autre paire de manches. On va jouer face au Mozambique, une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer en Afro-Basket. Je pense que sur les derniers matchs, on a réussi à les battre. Mais seulement là, c'est une autre compétition. On va jouer les demi-finales. Une équipe qui arrive au stade des demi-finales voudra aller loin. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une belle opposition de cette équipe mozambicaine. Seulement, le Sénégal partira favori puisque le Sénégal joue à domicile. Voilà, et nous avons montré, au regard de ce qu'on a vu, on a vu un nouveau système de jeu aujourd'hui. On a vu que Coach Sarr a un peu varié par rapport au match précédent où le jeu était un peu décousu. Ce soir, on a vu un jeu rapide, fluide et une bonne défense. Et je reviens là-dessus, une très bonne condition physique des Lions et c'est très important pour la suite. À l'instant, Nicolas Ndiaye, le consultant maison Mamoudou Amar Dione, nous allons juste parler du tableau des demi-finales qui est au complet. Le Nigeria va jouer contre le Mali à partir de demain à 16h30. Le Sénégal croise Mozambique. Ce sera à 19h et ce sera en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Quelques réactions des autres équipes qualifiées en demi-finale, Mali-Mozambique. Effectivement, Mali qui va croiser Nigeria et donc le coach Sylvain Loti se dit fier de son équipe et pour ce qui est de son adversaire pour les demi-finales, le Nigeria, champion en titre, il s'attend à un match difficile. Sylvain Loti que nous écoutons au micro de Youssouf Bodian. On essayera de faire que la pièce tombe du bon côté. Je dois avouer quand même qu'ils sont relativement impressionnants défensivement. Et que le plus dur peut-être contre eux, c'est pas de défendre, c'est d'attaquer pour tenir le contrôle du tempo. Parce que leur tempo à eux, c'est de marquer beaucoup de paniers sur le jeu rapide, sur les ballons volés. Et si on attaque bien et qu'ils n'ont pas de ballon, nous, demi-terrain, on est très bien aussi. On est une bonne défense. Depuis le dernier tournoi, on était quasiment la meilleure défense, je crois la meilleure défense du tournoi. Cette fois-ci, on est encore une des très bonnes défenses du tournoi. Donc on va essayer de bien attaquer demain pour avoir un contrôle. Mais bon, on avait vu ce match
où le Nigeria était qu'à 1-1, et puis tout d'un coup, hop, on regarde le score, ils sont à plus 30. Ça va très vite, et il faut être surtout avoir du contrôle de ses émotions. Un panier encaissé, c'est pas grave. 2 paniers encaissés, il faut être vigilant, parce que tout de suite, on peut se lever le regard vers le tableau de marque et se retrouver à moins 20. Il faut surtout éviter une mauvaise série. C'est là où il va falloir être très, très fort dans les annonces et très fort dans les choix. Voilà, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Sylvain Lotti, le coach de l'équipe malienne. Une autre réaction, celle du coach de la Mozambique, donc du Mozambique autant pour moi. L'équipe donc qui a surpris tout le monde, et pour le coach, c'est l'occasion de faire ses preuves pour le prochain match. Ce sera contre le Sénégal. Nous l'écoutons à Julien Martinez au micro de Sodetiam. First, respect the other team, the rival, because they were. I guess that they have trust. Donc, naturellement, il félicite l'équipe d'Égypte, qui est une très bonne équipe, une équipe à laquelle personne n'avait confiance, mais qui a surpris tout le monde hier, qui est très bien revenu au score, et qui aujourd'hui, malgré la fatigue, a été très agressif, a joué à fond 40 minutes. Mais bon, c'est eux qui sont passés. Lui, il répond, il souhaite affronter la meilleure. L'équipe qui méritera d'être en demi-finale, c'est celle-là que lui, il veut affronter. Il veut affronter parce qu'il faut aussi qu'il donne du crédit à son équipe. Ils se sont préparés pour affronter les meilleurs, donc il n'a pas de choix particulier, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Angola, ils sont préparés pour ça. I want to get some credit from this. So I want to play against the best team. We're preparing for that best, so I want the best possible. Papa Balaguer, changeons de discipline maintenant avec le beach soccer, tournoi mondialito. Le Sénégal termine deuxième derrière le Portugal, pays hôte du tournoi. Vous l'avez dit, les Lions du beach soccer ont battu autant pour moi cet après-midi le Japon 3-2 après une prolongation. Un tournoi riche en enseignements, souligne Al-Seini Ndiaye, capitaine des Lions du beach soccer, joint par Youssouf Bodian. Le Japon est une équipe qui est très tactique, qui nous a causé d'énormes problèmes, mais on était serein et concentré parce qu'au début du match, ils nous avaient mené 1-0, mais on était aujourd'hui très serein et au fur et à mesure que le match s'est passé, on a pu imposer notre jeu et on a pu imposer aussi notre condition physique. Donc aussi les Japonais aussi avaient des répondants, c'est pour cela que le match est terminé aux prolongations et aux prolongations, on a pu marquer un troisième but par Mamou Diane. Donc on profite de cette occasion aussi pour remercier la Fédération sénégalaise de football qui nous a permis de participer à cette grande tournoi qui nous permettra de se préparer pour les prochaines échéances. C'était très difficile parce qu'on jouait sans le coach. Le coach n'a pas fait le voyage. Ngala n'était pas du voyage. Chita n'était pas du voyage. Diallo n'était pas du voyage. Le coach Dem aussi n'était pas du voyage. Mais bon, on a pu gérer. On a terminé deuxième. Donc on essaiera d'atteindre notre objectif qui est les demi-finales de la Coupe du Monde au Paraguay au mois de novembre, Inch'Allah. À l'instant, Al-Seini Ndiaye, le capitaine des Lions du beach soccer, Mamoudou Amardion. Football, Maroc, le nouvel entraîneur prend fonction à partir de lundi prochain. Effectivement, Vahid Halilhodžić va entrer en contact avec ses joueurs dès lundi prochain. L'ancien coach de l'Algérie et du Raja Casablanca succède à Hervé Renard qui a jeté l'éponge après la CAN en Égypte. Il a comme mission de qualifier le Maroc à la prochaine CAN et au prochain mondial. Suivons cette correspondance de Khadim Bay. Laurent Blanc, longtemps pressenti entraîneur du Maroc, ne succédera pas à Hervé Renard. C'est le Bosniaque et par ailleurs ancien entraîneur de l'équipe d'Algérie, Vahid Halilhodžić, qui a été nommé en tant que nouvel sélectionneur des Lions de l'Atlas, comme nous le confirme Hamza El Ajaoui, vice-président de la Fédération royale marocaine de football. Il vient d'arriver, il va commencer, il vient de signer son contrat, donc il va commencer à travailler à partir d'aujourd'hui. Pas une minute à perdre donc, les défis à relever sont grands, les attentes sont immenses. L'objectif principal, c'est de, bien évidemment, se qualifier pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde 2021-2022 et de faire bonne figure au niveau de la Coupe d'Afrique 2021. Avec près de 30 ans d'expérience, l'ancien entraîneur du FC Nantes connaît bien le Maroc pour avoir pris dans le passé les commandes du Raja de Casablanca, un atout qui devrait lui permettre de convaincre Khadim Bay Casablanca, Radio Futur Média.
Et c'est ainsi la fin de cette page des sports. Mamadou Amardiot. Merci beaucoup, Papa Balagui. Nous avons parlé de basketball, de beach soccer et de football. Vous avez été complet. Merci. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Nafissatou Sila. Bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de l'hépatite. Il s'agit d'une inflammation aiguë ou chronique du foie. Elle se présente sous plusieurs formes. Elle peut être virale, alcoolique, toxique, médicamenteuse et auto-immune, entre autres. La forme virale est la plus fréquente. Professeur Aminata Saleh Diallo, coordonnateur du programme national de lutte contre l'hépatite. Maladie du foie qui peut être due à plusieurs virus. Virus de l'hépatite A, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C et jusqu'au virus de l'hépatite G. Mais les deux virus qui sont les plus préoccupants sont le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C parce qu'ils ont un pouvoir évolutif vers des complications graves telles que la cirrhose et le cancer du foie. Une affection pratiquement asymptomatique. Il n'y a pas tellement de signes spécifiques aux hépatites. Et que quand on est dans une hépatite aiguë, on peut avoir quelques signes tels que l'ictère, une perte d'appétit, on peut avoir l'anorexie, la fièvre, des urines foncées, on peut avoir des selles décolorées. L'hépatite est une maladie transmissible par le sang ou par les liquides biologiques. D'abord une transmission qui est une transmission mère-enfant au moment de l'accouchement. On peut avoir une transmission à travers des objets souillés, à travers le sang et certains liquides biologiques qui contiennent le virus. Par exemple le virus de l'hépatite B. Il peut s'agir de sujets qui s'injectent des drogues par voie injectable. Donc on a plusieurs modes de transmission avec des populations qui sont à risque plus que d'autres. Ils sont exposés. C'est le cas par exemple du personnel de santé parce qu'ils sont en contact avec le sang, ils sont en contact avec des malades. Autre personne à risque, les sujets dialysés. Si on n'a pas une bonne sécurité transfusionnelle, on peut transmettre le virus. Pour y remédier, des médicaments existent pour traiter quelques cas. Qu'il s'agisse de l'hépatite B ou qu'il s'agisse de l'hépatite C, on a des médicaments extrêmement efficaces qui nous permettent de guérir l'hépatite C et de contrôler l'hépatite B. Parce qu'aujourd'hui, ces molécules nous permettent au moins d'avoir quasiment presque 100% de guérison pour l'hépatite C et au moins 95% de contrôle pour l'hépatite B. Pour l'hépatite B, nous avons une grande chance parce qu'il existe un vaccin extrêmement efficace dont l'innocuité et l'efficacité ont été largement prouvées. Au Sénégal, selon le professeur Aminata Saleh Diallo, l'une des stratégies reste la vaccination à la naissance pour déjà prévenir, mais aussi la vaccination des populations à risque, comme le personnel de santé et autres, en plus de faire très attention aux objets souillés par du sang déjà infecté. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. Merci beaucoup Nafissatou Sila. 22h38, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Vague de réaction après l'interpellation d'un pharmacien qui a refusé de vendre à un commissaire de police un médicament sans ordonnance. L'Union des jeunes pharmaciens indignés va ester en justice. Une plainte est en cours en plus d'une marche de contestation la semaine prochaine. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale en soutient en attendant les pharmaciens privés qui se prononcent demain matin. Le Forum du justiciable déplore l'incident et exhorte les autorités à ouvrir une enquête indépendante. D'après le président de l'ONG, Babacar Ba, toute personne reconnue coupable d'abus de pouvoir encourt une sanction prévue dans l'article 146 et suivant du Code pénal.
Confrontation directe à Direct Info. Le directeur général porte plainte contre les travailleurs accusés de tentative de déstabilisation de la société et de diffusion de fausses nouvelles. Les agents concernés rejettent ces accusations et annoncent une plainte pour, disent-ils, être restés 8 mois sans salaire. Le Sénégal rejoint le Mozambique en demi-finale de l'Afro-Basket féminin Sénégal 2019. Les Lions ont littéralement mangé les Panthères noires angolaises 88-54 pour Astou Traoré et ses coéquipières, soit 34 points d'écart. La page des sports sur les autres rencontres au Dakar Arena, c'était avec Papa Balagay. Bonne santé, Nafissatou Sila. Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amar John. Prochain rendez-vous d'information à 23h avec le Flash en Wolof. Bonne fête d'Assomption à toute la communauté chrétienne du Sénégal et du monde entier. Au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez, toute la rédaction de RFM vous remercie de votre amabilité, de votre disponibilité et de votre fidélité à la radio de toute l'actualité.